Alors hier soir, il s'est passé un truc de dingue. Le gouvernement américain a annoncé qu'il allait racheter sa propre dette le jour exact où cette dette a franchi les 40 000 milliards de dollars. Le même jour, à quelques heures d'intervalle, le matin, le Trésor sort une annonce pour rassurer le marché obligataire. Et à midi, le compteur officiel passe les 40 000 milliards de dettes. Et vous savez quoi? Wall Street est monté. L'or est monté, les obligations sont montées, même le Bitcoin était en hausse. Tout le monde a clairement applaudi le move de Scott Bessent. Mais alors, aujourd'hui, on va regarder ce qui s'est vraiment passé parce que le montant de l'opération, vous allez voir, il est tellement ridicule que quand j'ai fait le calcul ce matin, j'ai dû le refaire 2 fois pour être sûr de ne pas m'être planté d'un zéro. Et à la fin de cette vidéo, je vous garde le meilleur parce que hier, Trump a désigné le responsable de la hausse des taux américaines. C'est nous, la Suisse. Non, je déconne pas complètement. Restez jusqu'au bout. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le jeudi 20 août. Je suis Thomas Veillet. On va parler de dette, de manipulation de courbes, d'un vaccin contre le cancer qui a fait exploser une action de 176% en une séance, de robots chinois qui font du kung-fu et d'un président qui menace un pays de 8 millions d'habitants parce que ses taux d'intérêt sont trop bas. Bref, une journée normale quand Trump est président. On commence par le sujet principal. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Depuis des semaines, les taux longs américains montent. Mardi, le 30 ans a tapé 5,34, 5,34%. On n'avait pas vu ça depuis 19 ans. Concrètement, les taux hypothécaires américains repartent vers les 7%, les adjudications passent de plus en plus mal et le déficit tourne quand même à 6% du PIB, à 3 mois des élections de mi-mandat. Bref, la maison est en train de cramer. Tout doucement, mais elle crame. Et pour une administration qui a fait des taux bas son argument de campagne numéro 1, c'est quand même un tout petit problème. Alors, mercredi matin, Scott Bessent a sorti son joker. Le Trésor va, je cite, au moins doubler ses opérations de rachat sur les maturités à 10 et à 30 ans, de 2 à 4 milliards par opération dès le 9 septembre. Officiellement, c'est technique, c'est pour apporter de la liquidité. Officieusement, tout le monde a bien compris, la Maison-Blanche veut que les taux arrêtent de monter. Point final. Et comme c'est pas la Fed qui va le faire, c'est le Trésor qui s'y colle. Maintenant, prenez une calculatrice. 4 milliards de dollars sur une pile de dette de 40 000, 50 milliards, ça fait 0,01%. Je vais vous traduire ça autrement parce que sinon ça veut rien dire. Si vous gagnez 10 000 francs par mois et que vous décidez de mettre 1 franc de côté, vous avez fait exactement la même chose que le Trésor américain hier matin. 1 franc. Et du coup, vous allez appeler ça un plan de retraite? Eh ben, c'est ça qui a fait monter toutes les classes d'actifs de la planète entière hier. Alors, pourquoi le marché achète un truc aussi vide de sens? Parce que c'est pas le montant qui compte, c'est le signal. Le marché n'a pas acheté 4 milliards de rachats, il a acheté l'idée qu'il y a désormais quelqu'un en plus de la Fed prêt à intervenir si ça part en vrille, prêt à nous sauver les fesses si ça dégénère. C'est le fameux put, sauf que là, il est plus monétaire, il est fiscal. Les gars ne savent plus comment colmater les brèches. Mais on s'en fout des brèches parce que finalement les marchés adorent qu'on vienne leur murmurer à l'oreille que tout va bien se passer. Sauf que 3 heures plus tard, le même Trésor devait vendre pour 16 milliards de dollars d'obligations à 20 ans. En gros, c'est blablabla le matin pour noyer le poisson et cacher ou faire disparaître ou oublier les 40 000 milliards. Et 3 heures plus tard, on vient quand même emprunter du pognon pour de vrai. Et pour placer son papier, Bessent a dû lâcher 33 points de base de plus que la moyenne des 6 adjudications précédentes. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. Le matin, l'État annonce solennellement qu'il va soutenir le prix de sa propre dette. Et l'après-midi, il doit payer plus cher que d'habitude pour trouver des gars qui veulent bien la lui acheter, sa dette. C'est le pompier qui débarque avec le camion, le gyrophare, la sirène, la grande échelle et qui se rend compte une fois devant la maison qui crame qu'il n'y a pas d'eau dans la citerne du camion. C'est presque pathétique. Et puis alors maintenant, je vais vous donner les chiffres les plus importants de la journée, celui dont absolument personne n'a vraiment parlé hier. On va faire ça tranquillement parce que ça mérite un tout petit peu d'explication. Le 30 ans à 5,19 que vous voyez partout, c'est le taux nominal. Vous prêtez 100 $ à l'oncle Sam, il vous verse 5,19 $ par an pendant 30 ans. Sauf que dans 30 ans, vos 100 $,
n'achèteront plus la même chose. On appelle ça l'inflation. Donc, ce qui compte vraiment, c'est le taux réel, ce qui reste une fois qu'on a retiré l'inflation anticipée. Ça se lit directement sur les obligations indexées qu'on appelle les TIPS, les Treasury Inflation Protected Securities. Et hier, ce taux réel à 30 ans a franchi les 3%. Première fois en 24 ans. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'un nominal qui monte parce qu'on a peur de l'inflation, c'est mécanique, ça se compense, on a, j'irais presque un peu l'habitude. Mais un taux réel qui monte, c'est le marché qui dit « je veux être mieux payé en vrai pouvoir d'achat pour prêter longtemps à ce débiteur-là ». Ce débiteur-là, c'est quand même le gouvernement américain. Et c'est là que ça devient brutal. Un État peut très bien vivre avec 5% de nominal si l'inflation tourne à 5%, il rembourse en monnaie de singe. Mais il ne peut pas vivre avec 3% de réel quand son économie ne croît qu'à 1,5%. Mathématiquement, la dette grossit plus vite que la capacité de rembourser. Point final. Alors, retenez juste cette phrase parce que c'est le résumé de toute la séance d'hier. Le nominal, c'est ce qu'on te promet. Le réel, c'est ce que tu touches vraiment. Et quand le réel monte, c'est plus l'inflation qui fait peur au marché. C'est l'emprunteur qui fout les jetons. Le Trésor a donc réussi hier à faire baisser le chiffre qui se voit pendant que le chiffre qui compte vraiment, lui, il continuait tranquillement de monter. Bon, maintenant, on va être obligé de parler de cette fameuse dette. 40 050 milliards de dollars. Elle a doublé en 10 ans. Elle a quadruplé en moins de 20 ans. Et elle est passée de 39 000 à 40 000 milliards en 5 mois. 5 mois pour 1000 milliards. Et si vous vouliez la compter en dollars par seconde, sans jamais dormir, il vous faudrait à peu près 1 270 000 ans. Mais le vrai détail, celui qui m'a scié ce matin, c'est qu'il a fallu près de 200 ans aux États-Unis pour atteindre leur premier trillion de dettes, leur premier 1000 milliards. C'était en 1981. Reagan est même passé à la télé pour parler à la nation et il a dit, je cite, « Si nous avions besoin d'un avertissement, le voici. » Un avertissement pour 1000 milliards. 45 ans plus tard, l'Amérique dépense plus que ça chaque année, rien qu'en intérêts. Les intérêts de la dette coûtent aujourd'hui plus cher que le budget de la défense du pays qui possède 11 porte-avions. Et à ce rythme, on va taper les 50 000 milliards de dettes avant 2030. Alors, moi, je vous pose la question que je me suis posée hier soir. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence que le Trésor annonce le rachat de ses propres obligations exactement le jour où le compteur passe au-dessus des 40 000 milliards ? Je vais pas être complotiste, mais quand vous savez que vous allez faire tous les gros titres à midi avec un chiffre monstrueux, vous avez quand même intérêt à sortir au moins une bonne nouvelle à 9h du matin pour chauffer la salle. Ça s'appelle de la communication. Et pendant que le Trésor jouait aux pompiers pyromanes, la Fed publiait ses minutes de sa réunion du mois de juillet. Petite surprise, plusieurs membres se disaient favorables à une hausse des taux contre quelques-uns seulement en juin. Oui, on savait déjà qu'il y avait 3 présidents régionaux qui étaient plutôt pour monter les taux de 25 points de base, qui avaient voté pour ça lors du dernier meeting. Et là, on voit que le reste du staff est plutôt enclin à monter les taux quand même. Et là, la réaction du marché, rien, que dalle. Oui, parce que depuis, l'emploi américain a perdu 23 000 postes, l'inflation corps est retombée à 2,5% et la probabilité d'une hausse en septembre est passée de 82% à 35%. Kevin Warsh propose de réduire le nombre de réunions annuelles de la Fed de 8 à 6, officiellement pour laisser plus d'informations s'accumuler entre les 2 réunions. Traduction, moins de réunions, moins de conférences de presse, moins d'occasions de dire une connerie devant les caméras. Voilà, passons maintenant au Moyen-Orient où il ne se passe rien comme hier et comme avant-hier. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé, Téhéran exige que Washington lève le blocus et paye des réparations avant de rouvrir. Trump répète que le détroit est ouvert et fonctionnel, sauf que les données de trafic maritime disent exactement le contraire. Mais il y a eu du nouveau hier soir. Sur Truth Social, en majuscule évidemment. Mais Trump a dit « J'annonce l'opération économique la plus écrasante jamais menée contre un pays ». Et juste après, il a dit que ce sera un D-Day économique. Bon, il a nommé aucun pays en particulier, mais personne n'aura le droit d'aider l'Iran d'une manière ou d'une autre, sinon ça va leur coûter très cher. Mais tout le monde a compris qu'il s'adressait à la Chine, qui achète la quasi-totalité du pétrole iranien et qu'il doit accueillir à dîner le mois prochain. Alors, résumons. Un débarquement économique contre un pays déjà sous blocus naval, déjà sanctionné jusqu'à l'os, qui a déjà 80% d'inflation et dont la monnaie a déjà perdu 30% cette année. C'est le 3e coup de pied dans un type qui est couché par terre depuis le mois de février. Le pétrole, lui, s'en tamponne. 4e séance de hausse et le Brent est à 92 $ ce matin. Et puis alors hier, il s'est aussi passé quelque chose dont on parlera encore dans 10 ans.
peut-être même plus. Moderna et Merck ont annoncé que leur vaccin thérapeutique personnalisé avait réussi sa phase 3 sur le mélanome. Alors, je vous explique parce que c'est quand même assez fou. C'est pas un vaccin classique, c'est de l'ARN messager fabriqué sur mesure à partir des mutations de la tumeur de chaque patient. On prend un bout de la tumeur, on analyse son profil génétique, un algorithme identifie les mutations les plus repérables par le système immunitaire et on fabrique un vaccin unique pour une seule personne en 6 semaines. Plus de 1100 patients étaient dans l'essai, objectif principal atteint, objectif secondaire atteint. C'est le premier essai de phase 3 réussi de l'histoire pour un vaccin contre le cancer. 100 ans que les chercheurs essayaient. Résultat en bourse classique, Moderna a pris 176% sur la séance d'hier, 40 milliards de capitalisation créée dans la journée. Merck prenait 12,6%, sa meilleure séance depuis mars 2009 et BioNTech plus 22%. Et là où ça devient carrément hollywoodien, il y a 12 mois, il y a un ministre de la Santé américain qui a annulé 500 millions de contrats sur l'ARN messager en expliquant que ces technologies provoquaient des nouvelles mutations. 12 mois plus tard, la même technologie signe la première victoire de l'histoire contre la récidive du mélanome. Du coup, on ne va bientôt plus pouvoir sortir ma vieille punchline « Oh, ils ont quand même pas inventé le vaccin contre le cancer ». Bah oui, apparemment, ils sont en train de le faire. Pendant que la santé faisait la fête, les semi-conducteurs se sont repris une séance dans les dents, AMD et Intel, moins 4% chacun. La raison, c'est les résultats d'OpenAI. Alors, OpenAI a publié ses chiffres hier, chiffre d'affaires du deuxième trimestre, 6,7 milliards en hausse de 18% sur le trimestre précédent. Très bien, bravo, rien à dire. Par contre, perte opérationnelle, 12,3 milliards, 12,3. Donc, pour chaque dollar encaissé, la maison en crame 2 derrière. Et tout l'édifice de l'intelligence artificielle, les data centers, les puces, les carnets de commandes à 638 milliards dont on nous rebat les oreilles depuis des semaines, tout ça repose sur une seule hypothèse, que cette société-là, OpenAI, un jour payera ses factures. Un jour, peut-être. Et maintenant, mon moment préféré, le truc complètement délirant de la séance, c'est Unitree Robotics, fabricant chinois de robots humanoïdes. On l'a vu hier, IPO à Shanghai, premier jour, plus 460%, capitalisation boursière à la clôture, 51 milliards de dollars, chiffre d'affaires 2025, 235 millions. Vous faites la division, c'est 200 fois les ventes. Il y a un an, cette boîte valait moins de 2 milliards. Pour une société qui poste des vidéos de robots qui font du kung-fu et qui vend une armure pilotable à quelques centaines de milliers de dollars. Le dernier modèle, paraît-il, court plus vite que Usain Bolt. Mais le plus beau, c'est la conclusion qu'on a tirée Wall Street. Je vous jure que j'invente rien, Ils ont dit, c'est une bonne nouvelle pour Tesla. Le raisonnement est imparable. Si un Chinois qui vend pour 235 millions de robots vaut 51 milliards de dollars, alors Optimus, qui ne vend absolument rien pour l'instant, vaut forcément quelque chose. Ou plutôt, vaudra forcément quelque chose. Plus tard, un jour, en théorie. D'ailleurs, les valorisations du business robot de Tesla vont de 40 à 640 milliards selon les maisons à Wall Street. Un écart de 16 fois entre des gens qui regardent la même entreprise, avec les mêmes chiffres, avec les mêmes spreadsheets Excel, mais qui n'ont pas la même vision de l'avenir. Tesla a pris 4,2% sur la news, et ce matin, Unitree se fait défoncer de 16% à Shanghai, exactement comme CXMT, le fabricant chinois de mémoire, qui avait fait plus 466% le jour de ses débuts, le mois dernier. Le premier jour, c'est le futur, le deuxième jour, c'est la réalité qui frappe à la porte. Et j'arrive à ce que je vous avais promis au début, parce que celle-là, elle nous concerne, nous, directement, les Suisses. Hier, il y a un journaliste qui a demandé à Trump pourquoi les taux longs américains s'envolaient. Question sérieuse, sujet sérieux, thématique du moment. Réponse de Donald Trump, je vois des pays comme la Suisse où ils ont les taux d'intérêt les plus bas du monde, 1,5%, alors que nous, les Américains, on paye 3,5%. Premier problème, le taux directeur de la Banque nationale suisse n'est pas à 0,5 mais à 0. Mais c'est pas fini. Quelques secondes plus tard, il enchaîne sans aucune transition. J'ai le droit absolu de couper tout business avec un pays comme la Suisse. Et pour finir, ils vivent grâce aux États-Unis. Voilà, en 3 phrases, on est passé du statut de coffre-fort du monde à celui de parasite du contribuable américain. Alors reprenons, parce que ce raisonnement est bancal du sol au plafond. Un peu comme Trump d'ailleurs. La Suisse n'a pas des taux bas parce que Washington lui aurait fait une fleur. Elle les a parce qu'elle a une inflation très faible, des finances publiques que le monde entier lui envie et une monnaie que la planète entière achète dès qu'un missile décolle quelque part. On ne mérite pas nos taux bas, on les subit de toute façon. Demandez à n'importe quel gérant de caisse de pension ce qu'il pense des taux à 10 ans à 0%. Vous verrez son enthousiasme. Et surtout, comparer le taux directeur de la BNS avec le coût auquel le Trésor américain emprunte à 30 ans, c'est un peu comme comparer le prix d'un plein d'essence avec le coût du leasing de la voiture. Les deux concernent la voiture, mais ça n'a rien à voir.
Sauf que, et c'est là que ça devient sérieux, la menace ne sort pas de nulle part. En janvier, à Davos, Trump se vantait déjà d'avoir ramené les droits de douane suisses de 39% à 15%, en précisant aimablement, je cite, « Ça ne veut pas dire que ça ne remontera pas ». Le raisonnement se construit donc sous nos yeux. L'Amérique fait tourner le monde, donc les autres en profitent. Donc leurs taux bas sont une injustice. Donc nous avons un levier commercial. Donc nous pouvons menacer de fermer notre marché. C'est absurde économiquement parlant, c'est redoutable politiquement parlant, mais c'est surtout totalement débile intellectuellement. Hier, le pays le plus endetté de l'histoire de l'humanité a franchi une barre symbolique monstrueuse et que sa seule réponse a été de racheter 0,01% de sa propre dette pour faire baisser un chiffre à l'écran. Ça a marché 3 heures. Et pendant que le chiffre qui se voit descendait, le chiffre qui compte, le taux réel, continue de monter tranquillement vers des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis 24 ans. Un jour, cette facture-là arrivera, elle arrive toujours. Et ce jour-là, croyez-moi, ce ne sera pas la faute de la Suisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, et puis pour le reste, on like, on commente et on partage. Et moi je vous dis à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.